Voilà, professeur Aktouf, bonsoir. Nous sommes donc en direct déjà. Donc, je vous laisse à votre amphithéâtre Merci. virtuel. Merci. Bonjour à tout le monde. Salam alaikum. Merci à tous ces fidèles auditeurs et auditrices. Alors, on va continuer donc les objections et les contre-objections à mon paradigme thermodynamique. Alors, de l'économie et de la gestion. Donc, je vais vous donner une information de première main. C'est que les 3 derniers jours, je les ai passés à faire en espagnol un exposé complet de ce paradigme thermodynamique que je referai un de ces jours dans le cadre de ce webinaire, parce qu'il y a des progrès depuis, j'ai avancé depuis, il y a d'autres éléments que j'ai ajoutés, où je fais par exemple la démonstration scientifique à partir de la physique, de la biophysique, de la biologie et de la thermodynamique, que le profit n'est rien d'autre que du vol d'énergie et du vol d'énergie à la planète, aux employés, aux ouvriers exploités, bien entendu, puisque le profit ne vient que du surtravail, etc., etc. Enfin, on y reviendra. Et juste pour vous dire qu'en Amérique latine, ça a eu un succès énorme, à tel point que j'étais obligé de faire des webinaires en plus de mes conférences d'ouverture en plénière, en direct là-bas. Donc, Mexico, Cartagena, et ensuite Équateur, l'Équateur et Pérou par Zoom. Et donc, voilà. Alors, ça fait 3 jours que je parle espagnol. Et un de ces jours, donc, j'exposerai ce que j'ai fait là avec des PowerPoint. Et ben, pour l'instant, ils sont qu'en espagnol, mais je le remettrai en français pour donc l'avantage de mon public du webinaire de mon ami Si Mohamed. Bon, alors donc, si on revient aux objections qu'on m'a fait, vous allez voir, ça ne se résume pas à 2 ou 3. Alors, la suivante, la dernière qu'on avait fait, qu'on avait exploitée, c'était l'objection tirée à partir de la théorie des structures dissipatives du prix Nobel de physique-chimie Ilya Prigogine. Et on avait vu que l'argument à partir de ces structures dissipatives qui viennent d'expériences sur ce qu'on appelle le liquide de Ménard, un autre physicien qui s'appelle Ménard, et ce liquide a une certaine particularité, c'est que quand on l'éloigne de l'état d'équilibre, alors je m'excuse auprès de celles et ceux qui ont déjà assimilé et compris ça, mais je le répète pour celles et ceux qui n'ont pas écouté ou pour être plus clair, mais je serai bref. Donc, quand on éloigne de l'état d'équilibre en chauffant, il faut chauffer, donc utiliser de l'énergie, dans différents compartiments, ou dans le même compartiment, ce fameux liquide de Ménard, eh bien, on se rend compte qu'à partir d'un certain degré de désordre, donc une certaine température d'ébullition, les molécules donnent l'impression de créer un nouvel ordre. À partir du désordre créé par l'éloignement de l'état d'équilibre, par l'usage de la chaleur, eh bien, les molécules donnent l'impression de tenir compte du comportement des unes des autres pour donner une sorte de nouvel ordre. Alors voilà, donc cet argument. Et évidemment, j'ai répondu qu'il n'y a aucune raison de comparer des molécules à des êtres humains. Il y a encore moins des ensembles de molécules à des institutions qu'on appelle le marché ou l'économie, tout ce qui s'ensuit, parce que tout simplement, on n'a jamais vu une molécule milliardaire, une molécule clocharde ou chômeur, ou il y a un groupe de molécules qui possèdent la bombe atomique et des groupes qui ne possèdent même pas une mitrailleuse, etc., etc. Bon, donc ça n'a pas lieu d'être. Alors voilà donc pour juste un rappel sur cette structure dissipative. Tout d'un coup, j'ai un doute. J'espère bien que j'ai exposé ça la dernière fois.
parce que j'ai fait tellement de choses, je vous ai dit, 4 jours à parler en espagnol, de différentes façons et à différents publics, et avec d'autres thèmes que juste la thermodynamique, notamment la critique de la critique du rituel de l'économie et du management que font certains. Eh bien, donc, je suis un peu perdu, je vous l'avoue. Alors, j'espère que je l'ai faite, cette objection donc, de structure dissipative de Prigogine. Et sinon, ben, je compte sur Si Mohamed pour me le faire savoir à travers vous, mes chers auditeurs, et je me ferai un plaisir de reprendre en détail cette objection et mes contre-objections. Bon, donc l'objection suivante qu'on va faire, c'est le fait que de n'importe quel désordre, donc ça aussi je crois que j'en ai parlé, mais je le répète très brièvement aussi, n'importe quel désordre peut sortir un nouvel ordre, l'histoire l'a prouvé, donc les différentes aires géologiques, glaciaires, de réchauffement, de ceci, de cela, l'Éocène, l'âge de bronze, l'âge de pierre, le paléolithique, le néolithique, je sais pas quoi, tout ça, et à chaque fois il y a un nouvel ordre qui sort, et donc l'humanité est passée de l'ère de la pierre à l'ère du bronze, à l'ère du fer, à l'ère de ceci, de cela, du charbon, ensuite du pétrole, ensuite et puis bientôt on va passer à une autre ère, je ne sais quoi, qui sera un nouvel ordre. Bon, donc voilà encore le type d'objection qu'on a opposé à cette démonstration que j'ai faite à travers donc ce paradigme thermodynamique de l'économie et de la gestion, je le précise, et du profit, ce que je suis le seul et unique à avoir fait jusque-là. Bon, je vais l'écrire bientôt, Inch'Allah, le publier, mais c'est déjà écrit sous d'autres formes, mais pas aussi complètes que celles que j'ai développées à ce jour. Bon, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait cette démonstration hier pour l'Amérique latine, c'est que je peux faire maintenant avec tout ça la démonstration scientifique, totalement scientifique, à partir de la science des sciences, qui est la physique, en premier, que le profit n'est rien d'autre que du vol. Et c'est du vol d'énergie. Bon, je le répète encore une fois, donc, mais j'en ai fait la démonstration scientifique, ce qui n'était pas dans mes précédentes présentations, mes précédents développements. Bon, alors donc la réponse à cette objection, un ordre qui peut sortir, je l'attire notamment de Stephen Hawking, ce très grand physicien décédé, paix à son âme, qui a pris la relève de Newton à Cambridge, quand même, Stephen Hawking. Vous trouverez ça dans Brève Histoire du Temps ou Nouvelle Brève Histoire du Temps, qui sont les derniers livres que Stephen Hawking a publiés. Eh bien, c'est ce nouvel ordre qui sortirait de n'importe quel désordre. Le grand problème, c'est qu'il faut qu'il inclue l'être humain. S'il n'inclut pas l'être humain, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune importance, même dans le discuter. Alors rien ne me dit que le prochain ordre qui sortira de l'ordre donc actuel dans lequel nous sommes, et qui est l'ordre d'Épicène, je pense qu'on l'appelle, donc l'ordre ou l'ère de l'être humain et des civilisations qu'il a créées, eh bien, rien ne me dit qu'après ce désordre dans lequel nous sommes aujourd'hui, et on le voit bien, alors l'Algérie, bon, vous voyez, la région de Bojbaréré est en train de disparaître sous les eaux. Je suis natif de là-bas. Ça ne s'est jamais vu. Je n'ai jamais entendu ni mes grands-parents, ni mes arrière-grands-parents, ni mes parents, ni personne me parler de la moindre chose qui approche cette catastrophe, ce cataclysme qui est en train de frapper ma région et qui est en train de tuer des gens tous les jours. Bon, alors cet ordre-là, qui sortirait de ce désordre que nous a fabriqué la
théologie, l'idéologie néolibérale. Je dis théologie parce qu'il faut savoir que dans les discours économiques et managériels, néolibéral, néoclassique, il y a souvent le mot croire. Par exemple, j'étais dans un congrès d'économie il y a 2 ou 3 ans, je pense, aux États-Unis, et je fais ma présentation. Évidemment, à l'époque, c'était une présentation critique, ça ne portait pas sur la thermodynamique, mais sur d'autres sujets, le sujet du colloque, du congrès en question. Et un ou deux ou trois économistes américains, évidemment, dans le public, n'ont pas pu résister pour se lever furieux et me crier « Don't you believe in the market ?» Vous ne croyez pas au marché? Vous ne croyez pas au marché? Ah ben, c'était comme si j'avais commis une hérésie dans je ne sais quelle église catholique ou protestante. C'était incroyable. J'ai répondu, mais messieurs, nous sommes ici dans un congrès dit scientifique. Le mot croyance n'a pas sa place. I don't have to believe. I am not a believer. Je n'ai pas à croire ou à ne pas croire. Je dois démontrer ou ne pas démontrer. C'est tout. Et je ne suis pas croyant. Si vous êtes croyant, ben soyez-le. Et si le marché et votre théorie économique nécessitent la foi, et si vous avez la foi, eh ben, tant mieux pour vous. Moi, je n'ai pas cette foi. C'est tout. Alors voilà. Donc il faut croire en la demande et l'offre. Il faut croire que la demande et l'offre sont des entités indépendantes qui sont en gravitation l'une autour de l'autre et de manière tout à fait neutre et scientifique, etc. Et tout ça n'a rien à voir avec ce que nous démontre la science et la thermodynamique, etc., que tout système qui possède ou qui accapare plus d'énergie qu'un autre peut finir par annihiler tout ce que le système moins énergétiquement doté possède, eh bien, je ne vois vraiment pas où on peut mettre la place à la foi et à croire ou à ne pas croire. Alors ça, vous l'entendrez 1001 fois. Des professeurs ne se chaînent pas dans les écoles de gestion et d'économie pour dire directement des politiciens dans leur campagne électorale, vous avez suivi celle de France sans doute, il vient d'y avoir 2 campagnes électorales ici au Canada, et ça ne se gêne pas d'experts économiques, de ceux-ci, politiciens, journalistes, de parler, de croire en le marché, de croire en les vertus de la mondialisation, de croire en les vertus de l'équilibre de l'offre et de la demande automatique, etc. Croire. Bon, alors voilà, en plus, il y a une dimension idéologique totale de ce qu'est l'économie néolibérale et son management et son administration et sa gestion. Il y a une dimension quasi théologique, donc qui relève du phénomène de la foi. Bon, croire dans les hypothèses de Adam Smith, par exemple. Croire en les hypothèses de l'économétrie. Je reviendrai plus tard. Alors vous verrez, les hypothèses de l'économétrie, le summum de l'économie la plus scientifique, entre guillemets, enfin la plus mathématisée, eh bien, les hypothèses auxquelles il faut croire sont encore pires que celles de Léon Walras et de Adam Smith. Bon, mais on y reviendra. Donc voilà un peu donc, cette objection et ce que j'ai répondu, c'est que ça relève plutôt de la foi. Alors il faut croire qu'il y aura un ordre nouveau qui viendra du Père Noël ou Vishnu, Krishna ou Manitou, je ne sais pas d'où, et qui va venir nous sauver avec un nouvel ordre à partir duquel les riches pourront continuer à s'enrichir, etc., et tout le monde sera content et tout le monde ira bien. Bon, alors voilà, donc cette objection relève purement d'une profession de foi. Bon, voilà. Ayez la profession de foi que vous voudrez, moi je m'en fous. Je ne parle pas de foi, je n'ai pas à parler de foi, ni de croyance, ça n'est pas du tout
dans mon ordre du jour. Bon, alors donc, l'objection suivante, ça a été donc celle de ce qu'on appelle l'auto-organisation par le bruit. Alors, ça, parce que comme j'ai parlé de beaucoup de choses dans les webinaires et les congrès dont je viens de vous parler, je suis en train de me demander si je n'en ai pas parlé avec vous aussi, mais je pense que non. Alors, c'est la question de l'auto-organisation par le bruit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous lirez ça dans notamment Henri Atlan. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, parce qu'il était assez âgé quand même, quand on a écrit un livre ensemble qui s'appelle La rupture entre l'entreprise et les hommes, qui ne se trouve pas, peut-être sur Amazon ou sur Internet, mais qui est épuisé depuis très longtemps. La rupture entre l'entreprise et les hommes, où il y a donc ce monsieur grand physicien, grand biophysicien, formation multiscientifique, qui a écrit Entre le cristal et la fumée, et aussi de la pensée complexe, à sa façon, qui a écrit aussi, donc, parmi ses principaux livres, À tort et à raison. Donc ces deux livres, Entre le cristal et la fumée et À tort et à raison, sont les livres auxquels je me réfère le plus pour cet auteur, donc ce grand monsieur qui s'appelle Henri Atlan, A-T-L-A-N. Eh bien, vous y trouverez ces questions d'auto-organisation par le bruit, et aussi un article qu'il a publié dans la revue Communication dans les années, fin des années 80 et au milieu des années 80, qui s'intitule exactement comme ça, l'auto-organisation par le bruit. Alors ça réfère un peu à l'autre argument qui était l'argument de l'information. Un système qui produit de l'information est un système qui permet de ralentir son entropie ou d'être temporairement négantropique, c'est-à-dire temporairement, provisoirement non atteint par les effets de l'entropie, donc de la dégradation de sa propre énergie, accélérée, disons, parce qu'il y a toujours dégradation, mais disons accélérée au point ultime auquel elle peut se manifester. Mais j'ai déjà expliqué que tout ça, ça ne peut se faire que localement. Tout système qui, grâce à l'information qu'il produit, abaisse la quantité d'énergie dégradée qu'il produit pour se maintenir lui-même et donc accélère sa finitude, c'est-à-dire son entropie, eh bien, tout cela n'est que provisoire et local. Parce que tout système qui, par exemple à Paris, une compagnie comme Total qui fait des profits grands comme le ciel, ralentit son entropie par rapport à l'Afrique et à l'Asie, etc., tous les pays où elle a des intérêts, y compris en Corée du Nord. Alors la France et les politiciens français, tout ça, n'arrêtent pas de nous bassiner avec le système inique, communiste, méchant, criminel, blablabla, de la Corée du Nord, mais ils n'hésitent pas à faire des affaires avec la Corée du Nord quand il s'agit, entre autres, de pétrole avec la compagnie Total. Bon. Alors donc, cette compagnie Total peut ralentir évidemment son entropie par rapport à la Corée du Nord, comme la compagnie dont j'ai déjà parlé, je pense, AT&T des États-Unis, qui a fait en une année, 4 milliards de profits sur 34 millions d'investissements en un an dans le cuivre du Chili. Alors évidemment, l'entropie du Chili ne fait qu'augmenter, puisque ce que AT&T a sorti du Chili, 4 milliards de dollars en un an, en y mettant 30 millions, eh bien, ça veut dire qu'il y a une quantité d'énergie énormissime qui a été volée au Chili et importée aux États-Unis.
Mais ça, c'est temporaire et local. Les États-Unis, oui, leur entropie baisse, les dégâts causés par la dégradation d'énergie qui est l'entropie aux États-Unis baissent, mais au Chili, elle augmente proportionnellement. Donc, ce n'est qu'un effet de cadrage et de transfert et de vol, comme je le démontrerai plus tard. Bon, alors donc, l'auto-organisation par le bruit, c'est un peu comme cette question de système capable de fabriquer de l'information ou non. Bon, ça j'ai déjà expliqué. Moi, qui suis un système capable de fabriquer de l'information par rapport à un animal, ou bon, quoique pour les animaux, on ne sait pas trop, on suppose, mais bon, n'importe quel système, une forêt, un bois, un ruisseau, enfin, peu importe, une rivière, bon, qui ne sont pas capables de fabriquer de l'information comme moi, je suis capable d'en faire, eh bien, le moindre changement dans leur environnement, ils ne seront jamais aussi capables que moi, grâce à ces nouvelles informations que je suis capable de fabriquer, et je ne dis pas créer, que je suis capable de fabriquer, je peux m'en sortir. Par exemple, je ne sais pas moi, un ruisseau ou une rivière qui s'assèche, et moi j'ai l'habitude de m'approvisionner en eau de ce ruisseau, de cette rivière, eh bien, puisque je suis capable de fabriquer de l'information, ben, je peux fabriquer l'information qui consiste à rechercher un autre ruisseau, une autre rivière, creuser un puits, je ne sais pas, chercher capter l'eau de la pluie, chercher d'autres moyens, grâce à ces informations, pour continuer à avoir de l'eau. Tandis que les poissons, les amphibiens, les grenouilles, tout ce que vous voudrez, les castors, etc., qui vivent dans ce même ruisseau, dans cet étang, dans ce lac, ou dans cette rivière qui est en train de s'assécher, puisque eux ne sont pas des systèmes capables de fabriquer de l'information comme moi, eh bien, ils vont disparaître. Leur entropie va augmenter très très vite et ils vont disparaître. Alors voilà ce que c'est donc cet argument de... Alors le bruit, c'est la même chose. Le bruit, la différence, c'est que le bruit en cybernétique, c'est une forme d'information qui survient dans un système sans la volonté du système. C'est-à-dire une information fortuite, un parasite. Ce qu'on appelle les parasites, par exemple, quand vous écoutez la radio ou la télé ou je ne sais pas quoi, les parasites, tout ça, c'est du bruit. Donc, ce sont des phénomènes aléatoires, dans notre cas informationnels, qui se produisent à l'insu du système et à son corps défendant parce qu'il ne l'a jamais prévu. Bon, donc tout système capable de faire autre chose que de juste répéter l'information, comme le fait par exemple, disons, je ne sais pas, une abeille. Une abeille, elle est programmée depuis 250 millions d'années, enfin d'après ce qu'on en connaît dans la science de l'évolution et l'évolution des espèces, eh bien, depuis 250 millions d'années ou plus, l'abeille est programmée pour surtout ne produire aucune autre information, comme beaucoup d'êtres vivants, sinon aller chercher du pollen, le transformer en miel, remplir des cellules de cire que d'autres abeilles fabriquent, qui sont programmées pour ça, et c'est tout. Vous modifiez quoi que ce soit dans cet ordre-là, fabriquer de la cire avec des cellules, avec certaines ouvrières, d'autres ouvrières qui s'occupent d'aller chercher du pollen, transformer en miel, remplir les cellules, et la reine qui vient féconder les cellules et fabriquer d'autres abeilles, eh bien, la ruche est finie. Elle est morte, terminée. Par exemple, on a fait cette expérience. Si vous trouez la cellule, une cellule d'un gâteau de cire d'abeille, ou plusieurs, si ça vous amuse, par en bas.
Eh bien, l'abeille n'est absolument pas programmée pour fabriquer l'information qui consisterait à constater que la cellule est trouée par en bas. Elle n'est pas programmée pour ça. Elle ne s'en apercevra jamais. Et donc, cette abeille va continuer à remplir la même cellule qui se vide par en bas continuellement. Et elle va continuer à la remplir, jusqu'à sa mort, sans jamais se rendre compte que cette cellule était trouée par en dessous et que donc elle ne pouvait jamais se remplir. Alors qu'un être humain, oui. Et ça, c'est une production d'informations qu'on peut appeler du bruit. Parce que dans la ruche, il n'est absolument pas prévu, pas programmé que quoi que ce soit crée, fabrique l'information. Attention, il y a des cellules qui sont trouées par en dessous. Ça n'existe pas. Mais si jamais ça existait, eh bien, cette ruche qui aurait des cellules trouées pourrait se sauver elle-même ou rétablir son ordre en rebouchant les cellules trouées par-dessous. Ce qui s'appelle donc auto-organisation par le bruit étant cette nouvelle information fortuite, comme la mutation génétique, qui vient s'ajouter à la quantité d'informations déjà contenues dans le système ruche. Bon, alors voilà donc ce que c'est que cette organisation par le bruit. Alors, en management, en gestion, je peux vous donner un exemple tiré du livre de Peter Z. Waterman, In Search of Excellence, donc le fameux livre hyper connu, le prix de l'excellence. Messieurs Peter Z. Waterman prennent l'exemple de Toyota, sans savoir évidemment qu'il parle d'auto-organisation par le bruit. Ils n'en ont aucune idée. Ils ne savent rien de tout ça. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils ont appris en management et qu'ils répliquent sans arrêt, et auxquels ils ajoutent des informations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est comme la critique que j'ai faite à Michael Porter, à Milsberg, etc. J'y reviendrai. Déjà, comparer Toyota, par exemple, c'est ce que font Peter et Waterman. Ils essaient d'expliquer à General Motors, à Ford, à Chrysler, à Westinghouse, à AT&T, à Peugeot, à Total, à tout ce que vous voudrez, aux entreprises qui fonctionnent selon le modèle du management américain. Ils essayent de leur expliquer qu'on peut importer des choses du management japonais et l'appliquer au management de General Motors aux États-Unis. Ce qui n'a jamais marché, évidemment, depuis la qualité totale jusqu'à tout le reste qu'ils ont importé des États-Unis, du Japon, et que le Japon, paradoxalement, a importé des États-Unis dans les années 40, parce que les entreprises américaines ne voulaient pas de la qualité totale, parce que ça leur faisait perdre du temps et de l'argent. Et donc, ce sont les Japonais qui l'ont importé et qui l'ont réexporté aux États-Unis. Et aujourd'hui, au Japon, il y a un prix sur la qualité totale qui s'appelle le prix Deming, qui est décerné chaque année à l'entreprise japonaise la plus performante, notamment en termes de qualité, et inspiré de son inventeur Walter Deming, qui est un Américain, qui a inventé dans la fin des années 40 ce qu'on a appelé le contrôle statistique de la qualité. Bon, on y reviendra un petit jour. Donc, Peter Z. Waterman, croyant pouvoir importer comme ça des éléments de l'entreprise japonaise et les mettre dans l'entreprise américaine, ce qui n'a évidemment jamais marché, eh bien, ils font comme Michael Porter, comme tous les autres, c'est qu'ils mélangent des pommes de terre avec des mandarines et avec des fraises et des framboises et des tomates. Toyota ou n'importe quelle entreprise japonaise qui a grandi, qui fonctionne, etc., au Japon, est dans une planète qui n'a rien à voir avec la planète États-Unis. Alors, comparer Toyota et General Motors, ou essayer
de faire transfert d'éléments de l'une à l'autre, c'est comme essayer de faire des transferts d'une planète à l'autre. La planète États-Unis n'a strictement rien à voir avec la planète Japon. C'est comme par exemple l'autre imbécile, là, je n'hésite pas à le dire, même si mon temps, ça m'est égal, Geert Hofstede, qui a fait son fameux livre de comparaison de culture, je ne me souviens plus malheureusement du titre, en utilisant la méthode de l'analyse factorielle, donc une méthode statistique, pour comparer les comportements culturels, autorité, ceci, cela, discipline, blabla, tout ce que vous voudrez, entre des compagnies américaines, françaises, il a pris 40 pays, japonaises, etc., etc. Alors que comparer Toyota et General Motors, comparer Peugeot et Mitsubishi, comparer, je ne sais pas moi, Eni de l'Italie ou Fiat avec Hyundai de Corée du Sud, mais ça n'a aucun sens. Ce sont des planètes où les choses fonctionnent de façon tellement différente que c'est impossible de faire le moindre rapprochement, absolument impossible. Encore moins des comparaisons à partir d'éléments culturels, etc. On y reviendra. Bon, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les cultures d'entreprise et les cultures, croyez-moi. Bon, donc voilà, alors, donc ça a à voir avec ça. Peters et Waterman ont été, comme vous le savez, parmi ceux qui ont commencé à mettre à la mode la fameuse question de culture d'entreprise. Et alors, ils prennent cet exemple. Ils disent à Toyota, par exemple, eh bien, une secrétaire, bon, à l'époque, c'était une mécanographe, c'est-à-dire à l'époque où les ordinateurs fonctionnaient avec des cartes perforées, c'était des sortes de secrétaires qui étaient chargés de perforer les cartes qu'on mettait dans les ordinateurs. Bon. Alors, ils disent, par exemple, voilà, il y a chez Toyota, ce qui fait la qualité de leur voiture, la rapidité de leur production, le fait que leur production est non seulement rapide, bonne, etc., etc., mais suivie, constante, de qualité toujours égale, etc., etc. Bon, eh bien, c'est parce que Toyota permet, par exemple, qu'une mécanographe puisse passer devant un atelier de mécanique, disons un atelier de production de boîte à vitesse, de la voiture Toyota, d'un modèle de Toyota, et cette secrétaire, cette mécanographe, si elle entend, et ils disent que c'est un exemple réel qui a été observé à Toyota, elle se rend compte, parce qu'elle passe tous les midis pour aller prendre son lunch, pour aller manger à midi, à la cantine de l'entreprise. Donc, elle passe une fois toutes les 24 heures devant cet atelier. Et là, Peter Waterman dit, elle se rend compte un jour que le bruit qui sort de l'atelier n'est pas habituel, n'est pas du tout comme il était les jours précédents et les jours d'avant. Il est bizarre. Il y a des bruits bizarres. Alors, cette mécanographe, au lieu de faire, ou cette secrétaire, au lieu de faire comme n'importe quelle secrétaire américaine ou n'importe quelle mécanographe américaine, je l'ai vécu personnellement. Je vais ouvrir une parenthèse. J'ai fait de la consultation dans des entreprises canadiennes, des entreprises américaines. Eh bien, en interview avec des employés, que ce soit secrétaire, mécanographe, agent de bureau, mécanicien, ce que vous voudrez, ingénieur, technicien, n'importe quoi, eh bien, quand arrive le moment de sa pause, ils vous interrompent. Ils vous disent stop, on arrête l'interview. Alors qu'on est en train de discuter devant un café. Il n'est pas en train de travailler. On est assis tranquillement à discuter. Alors, stop, on arrête l'interview. Mais pourquoi? Parce que c'est ma pause. Fini. Et il s'en va, ou elle s'en va. Un quart d'heure, 20 minutes.
Et après, ils reviennent, on reprend l'interview. Alors, c'est vous dire la mentalité. Donc, la mentalité de la pause du lunch, par exemple, de midi, qui est une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure au maximum, ben, vous pensez bien que n'importe quel travailleur ou travailleuse américaine, c'est son dernier souci que de se demander si le bruit d'un atelier est le même qu'hier ou pas. C'est sa pause, c'est tout. Tout le reste ne la concerne pas, ne l'intéresse pas. Vraiment, elle s'en fiche, excusez-moi cette expression triviale, mais royalement. Alors Peter Waterman, il continue comme si on pouvait comparer ces deux mondes. Alors il dit, voilà, la secrétaire, la mécanographe de Toyota, au lieu d'aller prendre son lunch, donc son déjeuner, de midi, comme elle est à droite, c'est sa pause, et elle va à la recherche de l'ingénieur en chef responsable de l'atelier des boîtes à vitesse, qui lui aussi est en train de prendre son lunch, son déjeuner. Et alors elle le trouve, etc., elle l'interpelle. Alors déjà imaginez, dans une compagnie américaine ou française, qu'une secrétaire, une petite secrétaire, excusez-moi, hein, entre guillemets, ou mécanographe, ou un petit agent de bureau, va aller chercher pendant son déjeuner monsieur l'ingénieur en chef et l'interpeller et lui parler. Jamais. Autant chercher parler à Papa Noël. Bon. Donc voilà, déjà, comparer ça, c'est d'une idiotie infinie. Bon. Alors donc voilà, il continue. Donc cet mécanographe trouve l'ingénieur en chef en question, et l'ingénieur en chef, évidemment, lui répond, et lui dit, voilà, je passe tous les jours devant votre atelier, aujourd'hui, le bruit, il est complètement bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas, sûrement. Ah bon? Ben, évidemment, que ça peut se rendre compte, parce que l'ingénieur en chef, ces ingénieurs, ces mécaniciens, ces techniciens, etc., qui sont 24 heures sur 24, parce que ça travaille 3 fois 8, hein, ces entreprises-là, devant ces machines, ne peuvent pas se rendre compte de changements de bruit ou d'ambiance sonore, etc., si elle n'est pas suffisamment puissante. Ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils sont là constamment. Mais elle, qui ne passe qu'une fois par 24 heures, oui, le moindre changement, elle peut s'en rendre compte. Alors donc l'ingénieur en chef l'écoute, il dit, ah bon, oui, vous êtes sûr? Oui, absolument, oui, oui. Alors il va avec elle, il appelle ses techniciens, ses adjoints, etc., les ouvriers, tout le monde laisse tomber son lunch, et tout le monde va à l'atelier, et on commence à poser des questions donc à la secrétaire, à la mécanographe. Où est le bruit que vous entendez là? Il est à droite, il est à gauche, il est au fond, il est dans ces machines, dans celle-ci, et puis elle finit par leur expliquer tout ce qu'elle a entendu et où ça l'a mené dans l'atelier. Ils arrêtent l'atelier et ils révisent les machines et ils se rendent compte, effectivement, raconte Peter Waterman dans leur livre, qu'effectivement, il y avait une ou deux machines qui étaient défectueuses et qui étaient en train de sortir des boîtes à vitesse défectueuses. Alors, cette mécanographe, cette secrétaire, qui n'a rien à voir avec la mécanique et les boîtes à vitesse et comme vous voudrez, eh bien, ce qu'elle vient de faire, c'est du bruit. C'est une information, comme on dit en cybernétique, imprévue par le système, fortuite, qui se produit comme ça, comme une mutation génétique dans la dérive génétique des êtres vivants, et qui vient perturber le système et le changer, le perturber. Ce n'est pas forcément le perturber dans le sens négatif. Ça peut aussi perturber dans le sens positif, comme dans ce cas. Alors, elle a perturbé ce qui se passait dans cet atelier de production de boîtes à vitesse de telle façon qu'elle a réussi à faire économiser à Toyota des centaines de milliers de dollars
des années 70, du siècle dernier, 80, de boîtes à vitesse qui allaient être défectueuses et qui allaient faire en sorte que des voitures n'allaient pas marcher et allaient revenir du concessionnaire, de l'exportation, de je ne sais où. Enfin, elle leur a sauvé des centaines, sinon des millions de dollars. Mais évidemment, comme ça se fait toujours au Japon, ce genre de personnes qui fait faire un peu en Allemagne également, en Scandinavie, bon, je ne vais pas répéter ça à chaque fois, quand un employé quelconque fait faire une bonne chose comme ça à sa compagnie, eh bien, il est récompensé. Et elle a été récompensée par des vacances, je ne sais où, en Suède ou à Banff pour faire du ski dans les montagnes rocheuses du Canada. Toujours des récompenses, etc., etc. Bon. Alors donc, voilà un exemple de bruit en management. Alors, est-ce que vous imaginez que dans une entreprise française, américaine, ou toute entreprise ou algérienne qui fonctionne sur le modèle du management à l'américaine, hiérarchie, le mépris supérieur, inférieur, il faut demander audience, il faut ceci, la secrétaire ne connaît rien à la mécanique, toi, ne te mêle pas ce qui ne te regarde pas, tout ça. Est-ce que vous pensez que ce type de bruit va avoir lieu? Bon. Alors, en plus, dans le management de type américain, vous avez toute la série stratégie, planification stratégique, planification tactique, planification opérationnelle, planification, etc., 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 jusqu'au contrôle. Donc, à chaque fois que vous planifiez ce que vous devez produire, et vous êtes obligé de le faire, puisque stratégie et planification font partie intégrante du management à l'américaine. Alors que dans le management à la japonaise, à l'allemande, à la scandinave, il n'y a pas de stratégie. Je vous le dis, vous le lirez, je pense, dans Henry Mintzberg, je ne sais pas lequel de ses livres, et dans, je pense, William Uchi, la théorie Z. Eh bien, dans ces économies-là, qui sont les plus grandes économies, les meilleures du monde, Allemagne, Scandinavie, Japon, Corée du Sud, etc., il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de planification stratégique d'entreprise. La planification stratégique vient du ministère du Commerce et de l'Industrie, vient de l'État et des plans planifiés par l'État. Voilà d'où ça vient. Et ces plans stratégiques disent aux entreprises, voilà ce que vous devez faire. Le Japon est en train de s'affaiblir en informatique, on est très fort en automobile, alors vous allez tous abaisser les investissements et les efforts dans le développement automobile, puisqu'on est les premiers, et mettre plus dans l'informatique, puisqu'on a du retard. Voilà. Et les entreprises se mettent plus à l'informatique ou à l'aviation, ou à ce que leur dit le MITI, le fameux ministère de l'Industrie, International Trade et du Commerce international, qui commande toute la planification de l'économie japonaise. Donc, quand on vous dit que toutes ces économies sont des économies de marché libre, etc., on vous ment. L'économie japonaise est une économie planifiée par l'État, centralisée. L'économie allemande, la même chose. L'économie scandinave, la même chose. C'est des marchés planifiés. L'Allemagne se définit comme une économie de marché social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire économie de marché social? Ça veut dire qu'il y a le marché, l'économie, les patrons, etc. Oui, mais il y a aussi la société. Et la société, c'est quoi? C'est les hôpitaux, c'est les écoles,
c'est les maisons pour vieux, pour chômeurs, les ceci, les cela, les filets sociaux, les programmes sociaux, tout ça aussi fait partie de l'économie allemande et fait partie intégrante des plans que décide le gouvernement allemand. Des plans biennaux, triennaux, quinquennaux, etc. Mais c'est planifié. Alors qu'on vous fait croire qu'il n'y a pas, non, il n'y a pas de planification. La planification, c'est l'Union soviétique, c'est tout. Ou la Chine. Là, il y a planification, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Et pourquoi on ne vous dit pas que l'Allemagne aussi s'est planifiée? Et le Japon, et la Corée du Sud, etc. Pourquoi on ne vous le dit pas? Parce qu'on ne veut pas que vous le sachiez, parce que comme je vous l'ai dit 1000 fois, l'intérêt de nos classes dirigeantes, c'est d'avoir le modèle américain. Pas de plan, pas de planification, pas de stratégie centralisée au niveau de l'État et du gouvernement responsable devant l'économie et la société et la nature. Tout ça, tranquille. Et le marché libre, corruption, commission, rétrocommission, évasion fiscale, paradis fiscaux, tout ça, ça plaît à tout le monde. De nos patrons jusqu'à nos ministres et nos super-ministres. Tout le monde. Et pas que nous, évidemment. Tout le reste de la planète qui court après le modèle nord-américain. J'ai dit 1000 fois, bon, je le répète encore. Alors voilà donc un exemple de bruit. Et est-ce que d'auto-organisation, alors vous comprenez bien que Toyota, à partir de l'intervention de cette secrétaire qui n'a pas lieu d'être, une secrétaire n'a pas à s'occuper de ce qui se passe dans un atelier de production de boîtes à vitesse. Ça ne la regarde pas. Bon, mais c'est du bruit. Voilà, une information que le système n'a pas prévue, qui s'est produite et qui a fait progresser le système, qui l'a auto-organisé, alors qu'il était en train de se désorganiser. Alors, je parlais de planification. Quand vous faites de la planification d'entreprise, hein, évidemment, donc quand vous faites la stratégie délibérée, comme l'appelle Henry Mintzberg, et d'ailleurs il est contre, comme moi, nous sommes tous les deux contre la stratégie délibérée, nous sommes pour la stratégie émergente, c'est-à-dire une stratégie à la japonaise, par exemple, ou à l'allemande, qui est une stratégie qui émane d'échanges d'informations et de discussions de haut en bas et de bas en haut qui se font 1000 fois, 100 fois, 200 fois, 300 fois, jusqu'à ce que toutes les personnes concernées par l'objet de cette planification, de cette stratégie, etc., depuis le plus haut niveau hiérarchique jusqu'au plus bas exécutant, quand tout le monde est d'accord sur une façon de planifier ça, alors on y va. Et c'est une planification évolutive et contingente. Ça veut dire que n'importe quelle personne concernée par le projet en question, disons, je ne sais pas moi, le nouveau modèle Mercedes de Daimler-Benz, eh bien, toutes les personnes concernées, depuis le vice-président concerné par ce projet, le chef de projet, etc., ou la chef de projet, jusqu'au dernier ouvrier, n'importe qui peut intervenir à n'importe quel moment et dire attention, il y a telle chose qui ne va pas dans ce qu'on a planifié. Donc, il faut tout refaire. Et on refait tout. Tandis que dans la planification à l'américaine ou à la française, une fois que le plan est fait, d'abord on ne demande jamais son avis à l'ouvrier, ni au contremaître, ni même au chef d'atelier, ni même à l'ingénieur responsable des ateliers. Ce sont les grands stratèges formés à la Michael Porter, avec leurs grands outils d'analyse, leurs logiciels, leur je ne sais pas quoi, leur tout ça, qui font tout ça, évidemment. Eh bien, une fois tout ça fait, il faut mettre, dès le début de la planification, les points de contrôle.
je planifie de fabriquer une nouvelle Ford ou une nouvelle Peugeot, eh bien, je mets dans mon plan stratégique, tactique, opérationnel, etc., de Peugeot, de Ford, tous les points de contrôle, tous les mois, tous les 3 mois, etc., pour suivre si le plan se fait comme prévu. Comme prévu. Même s'il aurait pu se faire comme non prévu et mieux, eh bien c'est impossible. Parce que ce qui n'est pas prévu n'est pas admissible. Parce qu'aucune secrétaire, aucun ouvrier, aucune mécanographe, aucune personne n'est habilité à s'ingérer dans ce qui a été planifié et dire aux grands planificateurs, les grands savants d'en haut qui ont des cerveaux de Michael Porter, attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre plan. Et d'ailleurs, ils s'en fichent royalement. Pourquoi ils s'en fichent royalement? Parce qu'une secrétaire, une mécanographe, ou une secrétaire d'Allemagne ou du Japon, ou de Toyota, ou de Siemens, ou de Ikea, sait très bien que chaque 6 mois, il y a un pourcentage de chaque dollar gagné par la compagnie qui sort dans le produit qu'elle contribue à faire, cette personne-là. Donc, quand chaque personne de toute la hiérarchie de l'entreprise sait qu'elle a 10%, 15%, 20%, 50%, Allemagne-Japon, tous les 6 mois, on partage 50% entre actionnaires, direction, etc., etc., syndicats, employés, tous les surplus, tous les 6 mois. Bon, donc, alors quand je sais ça, moi ouvrier, je vais faire attention à ce qui se passe. Je vais être vigilant. Comme le dit Peter Waterman, qui parle d'ouvriers champions, de ceci, cela. Oui, ben ce qu'ils veulent, eux, c'est des ouvriers et des syndicats à l'allemande et à la japonaise, c'est-à-dire collaborateurs, amis, complices, qui font attention à tout, qui économisent, qui ceci, qui cela. Mais ils veulent des patrons à l'américaine. Le patron qui se met tout dans la poche, qui décide tout, qui fait tout, qui se prend pour Dieu, et qui veut en même temps avoir des ouvriers, des employés à l'allemande et à la japonaise, où le patron ne prend aucune décision sans l'avis du dernier de ses syndicalistes et du dernier de ses ouvriers concernés par la décision. Bon, alors voilà, comme je vous disais, c'est des planètes différentes. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Arrêtez d'enseigner Toyota, machin, truc, tada, quand vous appliquez le management à l'américaine, ça ne sert à rien. On ne peut pas importer d'une planète des métaux qui n'existent pas dans notre planète. Ou les inventer. Ça n'a aucun sens. Bon, alors donc voilà ce que c'est le bruit, l'auto-organisation par le bruit, qu'on m'a opposé comme argument. Et voilà donc le contre-argument que j'ai sorti, c'est que oui, bien sûr, tout système qui permet le bruit, donc qui permet de l'information inédite, imprévue, etc., qui vient perturber la routine de l'information qui était prévue, planifiée, tout ce qui s'ensuit, améliore le système. Il lui permet donc de rabaisser son entropie, de rabaisser sa perte d'énergie en perdant des profits, en faisant des pertes, je ne sais pas quoi. Bon, oui, bien sûr, mais voilà les conditions. Il faut être un management à la japonaise, à l'allemande, etc., etc. Sinon, il n'y a même pas de bruit du tout. Alors voilà pour cette objection pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on en verra encore une ou deux autres. Merci pour votre attention. Et s'il y a des questions, des commentaires, comme d'habitude, je suis à votre disposition. Alors, il y a une seule question de Golden.
Ne voyez-vous pas que ces massacres du profit et du management sont un reflet de la théorie de la sélection naturelle? Un reflet de la théorie de la sélection naturelle. Ouh là Oui, ça là. veut dire qu'il serait un peu, ça veut dire que ce massacre que vous décrivez si bien trouverait sa source théorique Oui. Ah, dans la oui. théorie de la sélection naturelle. Voilà, comme j'ai Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors je conseille à cette personne de lire, euh, bon, si elle veut un résumé, ça se trouve dans mon livre, bon, qui est un classique maintenant. On m'a fait le plaisir de le dire hier en Amérique latine, que c'est maintenant considéré comme un classique. Le management entre tradition et renouvellement. Là, il y a une forme, la cinquième édition notamment, même dans la quatrième. Il y a une analyse de cet aspect des choses assez brève. Dans la stratégie de l'autruche aussi, il y en a une un peu plus longue. Et je conseille un livre extraordinairement bon et facile, enfin facile, disons, disons aisé à lire et, dans le sens de la qualité de ce qu'il apporte. C'est le livre de John Kenneth Galbraith qui s'intitule Voyage dans le temps économique. Et dans ce livre, Voyage dans le temps économique, John Kenneth Galbraith, qui était professeur titulaire, comme on le sait, à l'université Harvard, ce qui n'est pas rien, eh bien, explique comment, et très critique du management américain, hein, John Kenneth Galbraith, même s'il était à Harvard, de l'économie, disons, de l'économie plutôt, du management indirectement. Il est dans un autre livre qui s'appelle Le Nouvel État industriel, où il a une certaine critique macro du management américain. Donc, John Kenneth Galbraith raconte dans son voyage à travers le temps économique comment s'est constituée la mentalité et l'idéologie américaine qui a fini par accoucher de cette économie néolibérale et de son bras armé qu'est le management, donc aussi néolibéral. Alors il dit, oui, il y a eu une espèce de mélange de salmigondi, de ratatouille qui a été confectionné, nous dit John Kenneth Galbraith, d'idées, et qui a accouché de ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie américaine. Alors il donne un exemple. Il dit par exemple, vous allez pratiquement dans n'importe quelle congrégation religieuse, vous savez qu'aux États-Unis, les congrégations religieuses fonctionnent comme des business, comme des compagnies. C'est pour ça qu'il y en a des milliers, des centaines de milliers. Les baptistes, les conventionnistes, les je sais pas quoi, les adventistes, les anti-adventistes, les néo-baptistes, les mormons, les néo-mormons, les wamish, les sous-wamish, les chamish, vous en avez, parce qu'ils se comportent comme des business, et comme elles sont des congrégations, donc des associations dites à but non lucratif, normalement, mais elles sont toutes multimillionnaires, multimilliardaires, en volant l'argent des pauvres gens, en leur faisant croire qu'en faisant quelques prières et en citant Jésus 50 fois par heure, et ben, le lendemain, ils seront Bill Gates. Alors voilà comment ces sectes s'enrichissent et deviennent des puissances qui vont même jusqu'à faire élire les présidents de pays en Amérique latine, les évangéliques notamment, dont font partie la famille Bush. Bon, alors donc, ces congrégations sont tellement nombreuses, parce qu'elles se présentent comme étant à but non lucratif, elles sont dispensées de payer de l'impôt. Plus, non seulement dispensées de payer de l'impôt, mais elles reçoivent du crédit d'impôt. Ça veut dire qu'elles reçoivent de l'argent de l'État américain, lequel est élu grâce au vote qui est commandé par les chefs de ces congrégations à leurs ouailles. Les évangéliques disent constamment
à leurs ouailles, qui sont des millions ou des dizaines de millions, de voter Bush ou de voter Trump ou de voter machin, ben évidemment, il y a intérêt à gagner leur amitié, leur voix. Donc, dispenser d'impôts, et en plus, ils reçoivent des crédits d'impôts, donc de l'argent de travailleurs américains, parce qu'il n'y a que les travailleurs qui payent de l'impôt. Aucune compagnie dans toute l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, aucune compagnie ne fonctionne avec de l'argent public, de l'argent privé, pardon. Lisez pour l'Amérique, je vous donne juste 2 livres. Pour l'Amérique, lisez Joseph Stiglitz, La Grande Désillusion, prix Nobel d'économie 2001, ex-patron, vice-patron de la Banque mondiale pendant 5 ans, ex-patron du comité économique de Bill Clinton pendant 8 ans, professeur émérite au MIT à Columbia. Bon, alors lisez juste ce livre-là, La Grande Désillusion de Joseph Stiglitz, et vous y trouverez tout ce que je suis en train de vous dire là. Pas une entreprise qui fonctionne avec de l'argent privé, et particulièrement depuis la crise de 2008. Particulièrement. Dans un autre livre, la belle économie, ou je ne sais pas, un titre de ce genre-là, ou l'économie de rêve, je ne me rappelle plus, le même Joseph Stiglitz analyse les raisons, etc., et ce qui se passe moi-même aussi dans Altogashi, ce genre de choses après la crise de 2008. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas une compagnie aux États-Unis qui est privée, ni au Canada, pas une, ni en France, ni pas une, depuis 2008, notamment, avant déjà, mais depuis 2008. Bon, tant que j'y pense pour le Canada, je vous conseille le livre de mon collègue Léo-Paul Lauzon, Lauzon. Son livre s'intitule Argent privé, finances publiques, où il montre qu'il n'y a pas une entreprise dite privée au Canada et au Québec qui fonctionne avec de l'argent privé. Elles fonctionnent toutes avec de l'argent qui vient de l'État, du public. Bon. Et ils n'arrêtent pas de dire, leurs patrons, etc., et nous, les professeurs de gestion, d'économie, l'État ne doit pas intervenir. Comme le dit Joseph Stiglitz, j'ai vu défiler des milliers de ces patrons qui, la veille, disaient à la télévision « l'État ne doit pas intervenir dans l'économie », et le lendemain, ils viennent me voir, moi, patron du comité économique de Clinton, pour me mendier de l'argent, pour me demander de l'argent et des subventions pour leur entreprise. Et il ajoute, je leur dis, ah bon, c'est vous qui hier avez dit que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie, non? Et aujourd'hui, vous venez me dire d'intervenir dans l'économie? Il faut savoir ce que vous dites là. Bon, alors donc voilà, donc, ces congrégations-là se comportent, donc, et en plus, elles se déclarent comme association à caractère théologique, donc non seulement caritatif, mais confessionnel. Et quand vous êtes confessionnel, vous vous déclarez catholique, protestant, adventiste, baptiste, mormon, je ne sais pas quoi, etc., vous avez droit à des subventions. Alors non seulement vous ne payez pas d'impôts, vous recevez des crédits d'impôts qui viennent de l'argent des pauvres travailleurs qui, eux seuls, payent de l'impôt, mais en plus, vous recevez des subventions parce que vous êtes une association à caractère religieux. Alors, mais regardez un peu toute cette hypocrisie de ce système, c'est quand même inouï. Mais évidemment, si vous n'allez pas chercher cette connaissance par vous-même, personne ne vous la donnera. On ne vous l'enseignera pas ni à l'école primaire, ni au secondaire, ni au collège, ni à l'université, ni nulle part. Parce que le système d'éducation nationale est à la botte des maîtres de l'argent. Point à la ligne. Il enseigne ce que les maîtres de l'argent veulent qu'il enseigne. Bon, alors comment je sais, moi, tout ça? C'est parce que je cherche, c'est tout. Je ne me contente pas de ce qu'on m'apprend à l'école, au collège, à l'université, et ce que me répètent les livres officiels. Bon, alors donc, voilà d'abord une chose donc, par rapport à cette question, parce que vous comprenez bien que entre les partisans
de l'évolution, de la sélection naturelle, etc., de Darwin, et les partisans d'une foi quelconque, c'est la guerre. Ou c'est ou Dieu qui a créé l'homme avec une poignée de terre, etc., ou Darwin qui dit que c'est depuis la grenouille, le poisson, le ver de terre, etc., et puis tout ça a évolué, et puis ça a fini par donner l'être humain. Bon, c'est pas possible de concilier les deux. Bon, alors donc, nous dit Joseph Stiglitz notamment, et aussi, surtout George K. Galbraith, l'idéologie américaine. Alors, je disais General Motors, tout ça, ce ne sont plus des entreprises privées, je vous en donne la preuve. C'est que la crise de 2008, qui a été créée par eux et par leurs banques, Goldman Sachs, Rothschild, JP Morgan, tout ça, etc., qui sont propriétaires de la Banque fédérale américaine. Bon, en plus, qui est une banque privée, sous prétexte que si c'était une banque publique, l'État américain en profiterait pour se prêter à lui-même de l'argent à 0%, et il va créer de l'inflation, il va créer ceci, cela, alors que si c'est une banque privée, la banque centrale, eh ben, elle va imposer à l'État de l'intérêt qui va freiner le caractère budgétivore et gaspilleur et dépensier de l'État. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Nous en avons un en Algérie, même un État voleur. Il y en a. Mais tous les États ne sont pas comme ça. L'Allemagne, le Japon, bon. Alors donc, prenons depuis 2008. N'importe quelle épicerie aux États-Unis et au Canada est aujourd'hui propriété de l'État canadien et de l'État américain. Pourquoi? Parce que en 2008, après cette crise provoquée par leur propre banque, etc., entre eux, eh bien, c'est l'État canadien et américain qui ont imprimé jusqu'à 15 000 milliards de dollars pour sauver toutes ces banques. Donc, si c'est l'État qui a renfloué toutes ces banques avec ces 15 000 milliards de dollars qui ont servi à renflouer General Motors, à renflouer Chrysler, à renflouer Ford, à renflouer Peugeot, à renflouer Renault, à renflouer, etc., etc., elles n'ont plus rien de privé. Juste General Motors. Voilà sa structure financière. 75% de la structure financière de General Motors appartient à l'État américain, à travers la Fed et les emprunts que l'État a fait à la Fed et a donné aux banques qui ont renfloué General Motors. Bon, à 13% aux syndicats, parce que les syndicats américains ont mis de l'argent pour sauver les banques et pour sauver General Motors. Et le reste appartient à l'État canadien, parce que l'État canadien détient plusieurs usines de General Motors qui fonctionnent au Canada. Bon, alors déjà, voilà, ici, on a un problème énorme par rapport à tout ce que vous dites, là, qui concerne cette idéologie fabriquée aux États-Unis et que nous explique notamment donc, John Kennedy Galbraith. Alors, pour revenir plus directement à votre question, John Kennedy Galbraith nous dit, en Amérique, on a mélangé et on a mis ensemble tout ce qui peut faire croire que les patrons américains, ça je pense que je l'ai déjà dit, sinon je le redirai une autre fois, donc le leadership, ça, il mérite tout, comme le dit Joseph Stiglitz, on l'a tellement dit, répété et écrit dans les livres d'économie néolibérale, dans les livres de management, dans les écoles de management, dans les journaux, les politiciens, les machins, les télévisions, tout ce qui s'ensuit, d'ailleurs qui appartiennent à ces mêmes gens, que ces leaders, les Rockefeller, les Vanderbilt, les Ford, les Total, les je ne sais quoi, etc., les Bill Gates, tout ça, les Elon Musk, les Jeff Bezos, sont des génies, sont des étoiles, sont des dieux, sont des leaders, qui ont des visions, qui ont du courage, qui ont des idées, qui ont blablabla. Joseph Stiglitz dit on leur a tellement mis dans la tête qu'ils sont des génies et des dieux et des étoiles
et on leur a tellement mis dans la tête qu'ils servent le reste du monde, qu'ils sont au service du monde, qu'ils rendent service à toute la planète et à l'univers, qu'ils se croient le droit de se servir comme ils veulent et de se servir sans limite. Aujourd'hui, on le voit, 1% des Américains possèdent quasiment 60-70% de l'Amérique. 4% des Canadiens possèdent 50% du Canada. 5% des Français possèdent 40% de la France. Alors voilà où on en arrive. Et donc, on a mélangé tout ça en y ajoutant le fait que dans le protestantisme, notamment le calvinisme et l'anglicanisme, qui est une transformation du calvinisme et du catholicisme mélangés pour donner une religion particulière qui s'appelle l'anglicisme aux États-Unis, fabriquée par Henry VIII, comme on le sait, qui voulait copuler comme il veut et divorcer comme il veut et qui a renié le pape et l'Église catholique. Eh bien, on a mélangé donc de l'anglicanisme où il y a cette chose qui vient de Calvin, de Jean Calvin, qui est la prédestination, dont l'origine est les jansénistes. Donc là où était Blaise Pascal, c'est chrétien très rigoriste qui a écrit notamment Les Provinciales, qui est une critique des papes assez gorgée. Bon, donc de l'anglicanisme et du calvinisme, on a tiré l'idée de la prédestination qui vient de la grâce, qui vient aussi de Saint-Augustin, qui est de chez nous, qui est d'Algérie, donc de la région de Tébessa, et qui dit que Dieu va sauver l'âme de chacun de nous avant même notre naissance. Donc, avant notre naissance, nous sommes prédestinés. Notre âme est élue par Dieu avant la naissance. Et après la naissance, Dieu va nous donner des signes pour nous faire comprendre que notre âme a été élue ou non, si on va aller au paradis ou pas. Donc, qu'on aille à l'église, qu'on aille à la mosquée, qu'on aille au temple, qu'on fasse des prières ou pas, qu'on fasse des pèlerinages ou pas, qu'on fasse de l'aumône, qu'on fasse de tout ça, ça sert à rien. Dieu a déjà choisi. Prédestination. Et la grâce, bon, c'est aussi Saint Augustin, c'est Dieu qui nous donne la foi. Pas nous qui allons la chercher, tout ça. Dieu décide de nous la donner ou non. Et on reçoit la grâce ou on ne la reçoit pas. Et Dieu nous donne des signes. Alors, quels sont ces signes? Alors, ça vient aussi d'une autre idée calviniste qui est the calling, l'appel ou la vocation. La vocation que Dieu nous donne sur terre. Alors, quelle est la vocation principale que Dieu nous donne sur terre? C'est le métier que nous faisons. Si vous êtes cordonnier, eh bien, Dieu vous a donné la vocation d'être cordonnier. Et donc de faire des chaussures pour chausser vos semblables. Mais Dieu va donner à un cordonnier des signes comme quoi son âme est élue à l'avance, prédestinée. Il va aller directement au paradis. Mais un autre cordonnier va lui donner aucun signe. Et quels sont ces signes? C'est évidemment l'argent. Le cordonnier qui gagne de l'argent, qui reçoit de l'argent, qui s'enrichit, etc., c'est les signes que Dieu lui donne comme quoi il est élu, parce qu'il réussit dans la vocation terrestre que Dieu lui a assignée. Et on ajoute, l'être humain n'a pas le droit d'intervenir dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que les Américains sont tellement réfractaires à l'idée de programmes sociaux, à l'idée d'assurance médicale gratuite pour tout le monde, à l'idée d'éducation gratuite pour tout le monde. Parce que dans la tête et l'inconscient de chaque Américain, il y a l'idée que tu n'as que ce que Dieu te donne, que ce que tu mérites par la volonté de Dieu. Alors si Dieu ne t'a pas fait fils de Rockefeller pour aller étudier dans les plus grandes universités américaines, eh bien, just too bad, mais c'est la volonté de Dieu. Et l'État n'a pas à intervenir pour permettre à un enfant d'ouvrier d'aller étudier avec une bourse
dans la même école que le fils de Rockefeller, parce qu'il va intervenir dans la volonté de Dieu, et il n'a pas le droit. Alors voilà ce que nous explique John Kenneth Galbraith. Et tout ce mélange, on y a ajouté Darwin, la sélection naturelle. Rockefeller et ses descendants sont tous des leaders, des génies, des étoiles, comme les Ford et ses descendants, comme les Vanderbilt et leurs descendants, comme les Sloan et leurs descendants, comme les JP Morgan et leurs descendants, comme tout ça. C'est tous des génies, des leaders, parce que ils sont produits de la sélection naturelle. Alors voilà. Donc oui, vous avez raison. La sélection naturelle et l'évolution, pas la théorie de l'évolution est multiple, comme vous le savez, mais il y a plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Mais de l'origine de l'évolution des espèces, donc la partie sélection naturelle, oui, elle a été utilisée dans ce sens, bien sûr. La sélection naturelle fait que, naturellement, eh bien, il y a des pays, des races, les Noirs, par exemple, il y a un sociobiologiste américain qui s'appelle Oscar Wilson, qui a écrit un livre terrible, Le racisme inouï, il y a, dans les années 80, si j'ai bonne mémoire, qui s'intitule Sociobiology, donc sociobiologie, c'était sous Reagan, et oui, les Reagan en a évidemment fait ses choux gras, et dans ce livre, ce biologiste, ce sociobiologiste américain, dit textuellement, ça ne sert à rien de donner des bourses ou des aides ou des subventions, etc., aux gens qui ont la peau foncée, parce que la biologie peut démontrer que plus la peau est foncée, plus les gènes de la personne sont des gènes idiots, sont des gènes simplistes, sont des gènes incompétents. Donc, ça ne sert à rien de donner des bourses et des subventions, etc., à des Noirs ou à des Latinos qui sont bruns ou à des Arabes qui sont bruns, etc., parce que dans leur gène, il n'y a pas ce qu'il faut pour qu'ils deviennent intelligents, pour qu'ils deviennent leaders, pour qu'ils deviennent, etc. Alors cherchez, vous verrez, sociobiologie de ce monsieur Oscar Wilson, et recherchez dans les discours de Reagan, et vous retrouverez ces mêmes mots. Bon, donc voilà, pour répondre brièvement, oui, l'idéologie américaine est un mélange de tout ça, où on a mélangé Calvin, l'anglicanisme anglais, la prédestination de Saint-Augustin, la grâce et la prédestination des jansénistes, notamment Blaise Pascal, etc., et Darwin. Alors imaginez, on a mis Darwin et Dieu ensemble. Alors voilà, l'idéologie américaine. J'espère que ça répond à votre question. Voilà, alors merci beaucoup, c'est normal, mais d'abord il y a une salutation de Florence. Donc Florence écrit merci messieurs pour le partage de vos connaissances. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous enseigner de façon limpide et passionnante. C'est un vrai bonheur. Prenez soin de vous. Merci, merci, Madame Florence. Merci beaucoup. Voilà le message donc que vous adresse Florence. Et Golden nous rappelle, donc Golden, il vous suit tout le temps, hein, il est tout le temps là, il est très, très, très actif. Merci, merci. Alors, il rappelle les questions du webinaire précédent auquel vous n'avez pas répondu parce qu'il y a eu des problèmes de son. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, oui. alors, on va rappeler Golden m'a aimablement. Rappeler les questions, oui, parce que je les ai notées, mais je oui, sais alors plus. il a synthétisé. C'était votre éclairage sur les valeurs nominales et valeurs marchandes. Et y a-t-il relation avec l'inflation
exemple, les bourses actuelles. L'exemple des bourses actuelles. Les bourses Enfin, actuelles. l'exemple actuel au niveau des bourses là, qui sont en train de Ok, lever. ok. Valeur nominale, valeur marchande. Bon, alors là, je pense qu'il y a une petite confusion dans le vocabulaire, parce qu'on parle de valeur nominale, par exemple, quand on parle de salaire. Alors, il y a la valeur nominale du salaire et la valeur réelle. Alors, on fait une différence entre salaire nominal et salaire réel, ou pouvoir d'achat nominal et pouvoir d'achat réel. Alors, le salaire nominal, c'est la somme que vous recevez par mois, c'est 1 000 $, bon, disons. Et le salaire réel, c'est qu'est-ce que ce 1 000 $ permet d'acheter. Alors, s'il y a un an, ce 1 000 $ permettait d'acheter, c'est pas moi, de quoi se nourrir pendant 3 mois, ou 2 mois et demi, ou je sais pas, enfin 2 mois ou 1 mois et demi, peu importe, eh bien, le réel, s'il y a inflation, etc., il diminue, ben, le réel, et il permet de se nourrir seulement 15 jours ou 21 jours. Alors bon, donc entre nominal et réel, c'est surtout de ça que ça parle. C'est de salaire, de pouvoir d'achat, etc., de choses de ce genre. Mais pour la valeur, on parle de valeur d'usage et de valeur d'échange. Valeur marchande parfois, mais surtout valeur d'échange. Alors, la valeur d'usage, c'est ce que Aristote avait appelé de son temps la vertu physique naturelle de l'objet. Telle que Aristote a employé cette phrase, la vertu physique naturelle de l'objet. Évidemment, du bien ou du service que vous mettez sur un marché, entre guillemets. Bon. Et pour Aristote, donc la valeur d'usage, par exemple, d'une paire de chaussures, donc sa vertu physique naturelle, c'est de chausser des pieds le plus longtemps possible, le plus confortablement possible, et bon, le plus agréablement possible. Voilà la vertu physique naturelle, donc la valeur d'usage d'une paire de chaussures. Mais il ajoute, surtout après l'apparition de la monnaie, donc c'est dans ces développements, après l'apparition de la monnaie, le cordonnier va commencer à se dire, ben tiens, pourquoi je vais continuer à fabriquer les meilleures chaussures possibles, les plus confortables possibles, avec le meilleur cuir possible, la meilleure colle possible, les meilleurs clous possibles, la meilleure ficelle possible, etc., pour durer le plus longtemps possible, mais je ne vais pas gagner assez d'argent. Si je fais des chaussures avec un cuir qui n'est pas le meilleur possible, elles vont coûter moins cher. Si je fais des chaussures avec une ficelle qui n'est pas la meilleure possible, elles vont coûter moins cher. Si je fais des chaussures avec des clous qui ne sont pas les meilleurs possibles, la même chose, etc., etc. Avec de la colle qui n'est pas la meilleure colle possible. Ben, celui qui achète mes chaussures, ce qu'on appelle aujourd'hui l'obsolescence programmée, eh bien, il va être obligé de les changer plus souvent. Ici, il est obligé de les changer plus souvent, moi, je vais en vendre plus. Et si j'en vends plus, je vais gagner plus de monnaie. Alors, c'est quelque chose que Aristote condamnait, évidemment, parce qu'il appelait ça la fin ou la mort de la vertu physique naturelle de l'objet, donc de sa valeur d'usage au profit de sa valeur d'échange. Alors, ce n'est bien entendu que plus tard, lui, il parlera après de valeur d'échange. Il parlera de contre-valeurs en monnaie, abstraite, etc. Bon, il y a d'autres mots, mais bon, on parlera de valeur d'usage et d'échange, particulièrement avec Karl Marx. Bon, à partir de Karl Marx, je crois, de façon le plus intensif. Eh bien, la valeur d'échange, c'est la quantité d'argent que vous obtenez en vendant votre produit, votre bien ou votre service. Ça, c'est la valeur d'échange. Donc, avec le capitalisme et la révolution industrielle et le remplacement de la mentalité artisanale, problème dont je parlerai un de ces jours,
et la mentalité manufacturière capitaliste, eh bien, il s'est opéré un divorce, un gap, un trou, un abîme énorme entre valeur d'usage et valeur d'échange. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée et ce qu'on appelle aussi l'économie par les coûts, tout ce que vous voudrez, parce qu'il faut tout le temps augmenter les profits tous les 3 mois et augmenter les dividendes qu'on distribue aux actionnaires tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Bien évidemment, pour augmenter les profits et les dividendes, il n'y a qu'une chose à faire, c'est diminuer les coûts. Et diminuer les coûts, c'est forcément diminuer la valeur d'usage. Parce que pour diminuer les coûts, vous employez des employés moins qualifiés. Vous les formez moins. Vous améliorez moins leur capacité à bien faire les choses, etc., etc. Vous vous procurez du cuir, du je sais pas quoi, des clous, des matières premières, etc., les moins chères possibles. Et celui qui extrait le cuir, tout ça, les matières premières dans le tiers-monde et tout, vous le payez le moins possible. Et ainsi de suite. Donc, vous diminuez constamment la valeur nominale, là ça s'applique, donc du pouvoir d'achat de celles et ceux qui produisent les produits avec lesquels vous produisez les produits et biens services que vous-même vous mettez sur le marché, bon, si on veut parler de marché, donc disons sur la place publique, eh bien, vous diminuez la valeur nominale du pouvoir d'achat et du salariat. Et en même temps, vous augmentez la valeur réelle des dividendes et des profits, ou autrement dit, la valeur d'échange. Alors voilà, donc toute la lutte depuis la révolution industrielle et depuis les théories de Frédéric Taylor, toutes les théories économiques, toutes les théories managériales sont des théories qui ne cherchent qu'une chose et une seule, diminuer constamment la valeur d'usage et augmenter constamment la valeur d'échange. C'est à quoi on assiste aujourd'hui. On achète de plus en plus de camelotes, ou sinon à des prix prohibitifs, et les entreprises font toujours des profits, des dividendes, les banques s'enrichissent, les bourses s'enrichissent, les financiers s'enrichissent, etc., etc. Et donc, la différence et le fossé entre valeur d'usage et valeur d'échange ne fait que se creuser tant et aussi longtemps que nous aurons cette économie néolibérale et cette économie, ce management donc néolibéral basé sur la baisse des coûts, et donc augmentation des profits. Voilà. Alors baisser les coûts, ça va aussi jusqu'à baisser les services hospitaliers, baisser les services publics. Regardez à travers le monde. Partout, on se plaint, depuis la France jusqu'au fin fond de l'Amérique latine et des États-Unis. Partout. Les services publics, on coupe. Pourquoi ? Parce que pour augmenter la valeur, ce que vient de faire la première ministre d'Angleterre, qui vient de dispenser encore, définitivement, totalement, de toute taxe et impôt les riches, eh bien, ça procède exactement de la même logique. Constamment baisser les coûts pour augmenter l'enrichissement des riches. Alors, pour que les riches ne payent pas d'impôts, ben, il faut que vos enfants n'aient pas à l'école. Parce que l'État n'a plus assez d'argent pour en même temps payer l'hôpital et l'école, ou l'autoroute et l'école et l'hôpital. Il n'y a aucune entreprise privée qui fait des écoles publiques et des hôpitaux publics pour soigner vos enfants ou pour les instruire. Il n'y en a pas. Bon, alors donc voilà jusqu'où ça va. Jusqu'aux services publics, jusqu'aux programmes sociaux, jusqu'au tout ça, etc. La folie furieuse. C'est juste la logique totale de l'argent. Bon, alors la deuxième question, c'était les banques. Bon, la bourse.
Alors bon, les questions sur la bourse sont innombrables. Alors tout ce que je pourrais vous dire pour l'instant, et très rapidement, parce que malheureusement, j'ai d'autres obligations là dans quelques instants, eh bien, d'abord, la bourse, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Je m'excuse d'utiliser cette expression triviale, de bien comprendre, comme l'a dit d'ailleurs John Maynard Keynes, et il n'est pas le seul, la bourse, c'est un casino. Est-ce que je me fais bien comprendre là? La bourse, ce n'est rien d'autre qu'un casino. Point. Bon, alors, quand vous allez mettre votre argent à la bourse, ne dites jamais je place mon argent. Parce que vous ne placez pas, vous jouez votre argent à la bourse comme vous le jouez. C'est exactement comme si vous alliez dans un casino jouer au blackjack ou à la roulette ou au poker ou je ne sais quel jeu de casino. Exactement la même chose. Bon, la banque, c'est une autre affaire. À la banque, oui, vous pouvez décider de jouer, parce qu'à la banque aussi, on peut jouer, en plaçant son argent dans les produits dérivés, ce qu'on appelle les capitaux à risque, etc. Mais vous pouvez aussi décider de placer votre argent dans ce qu'on appelle des comptes sûrs, des comptes gelés à intérêt de 1,5 ou 1%, etc., qui ne sont pas placés dans des produits dérivés, dans des jeux par-ci, par-là. Oui, à la banque, il y a un moyen de placer, mais pas à la bourse. Alors, je dis, je ne suis pas le seul. Je pense que John Kenneth Galbraith aussi l'a écrit notamment dans la crise de 1929, il me semble. Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée, une parmi des milliers, et qui a causé la crise de ce fameux jeudi noir du 24 septembre 1929. Eh bien, à la bourse, tout ce qui se passe, c'est qu'on prend votre argent et on joue avec en faisant des paris. On parie sur des paris, de paris. C'est ce qui a provoqué la chute donc de la crise de 2008, que j'expliquerai une autre fois, que je réexpliquerai une autre fois comment ça s'est passé dans les détails. Je l'explique dans mon livre Altogashi. Bon, alors, donc, ce qui se passe à la bourse, c'est que l'argent que vous achetez des titres de n'importe quoi, vous achetez des actions de, je sais pas moi, de Renault, de Peugeot, de General Motors, ce que vous voudrez, et ces actions, eh bien, il y a quelqu'un, ce qu'on appelle un trader, ceux qui jouent à la bourse, là, ceux qui deviennent millionnaires ou billionnaires ou super milliardaires ou super clochards en quelques secondes ou en quelques heures à la bourse, comme ça s'est passé en 2008, eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent que vous avez donné, de l'argent, vous l'avez mis, mais ils prennent des options sur les actions que vous avez achetées. Alors, disons que vous, M. Dupont ou M. Abdelkader, vous avez acheté pour $2000 d'actions de Peugeot. Bon, c'est, disons, 50 actions. 50 actions de Peugeot. Et moi, je suis un trader à la bourse. Alors, je dis à celui qui vous a vendu ces 50 actions, je lui dis, écoute, je prends une option d'achat sur les 50 actions qui coûtent $2000, là, de Peugeot. Une option, hein. Je ne les achète pas. Je ne mets pas un sou. Je ne sors pas un sou. Rien du tout. Je prends option. C'est-à-dire qu'il les réserve pour moi. Ou c'est comme il me les avait prêtés. Et qu'est-ce que je fais, moi, trader? Je commence à faire des paris en faisant des annonces dans les journaux, dans les ceci, cela, des communications, en jouant sur les prix sur l'ordinateur, en mettant en vente. Voilà, les bourses de Peugeot, les actions de Peugeot sont en vente dans toutes les bourses et on commence à vendre partout, etc. La rumeur se répand.
Alors, tout ce qui se passe à la bourse, c'est que du psychologique, hein, du blablabla, bla, 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 des informations, des fausses informations, des contre-informations et des effets psychologiques qui font que les gens vendent ou achètent ou ne vendent pas ou revendent ou réachètent, ou etc. C'est tout. Point. Il n'y a rien d'autre. Et donc, comme John Maynard Keynes a eu une très belle phrase sur la bourse, il a dit la bourse fonctionne comme ceci, comme le marché. D'ailleurs, il a dit c'est comme le marché. Non, je pense que c'est Paul Samuelson, prix Nobel d'économie, qui a pris, Keynes ne l'a pas eu le prix Nobel parce qu'il n'existait pas à son époque, mais qui a pris cette phrase de Keynes pour parler du marché. Et alors, d'ailleurs, Paul Samuelson a écrit « Pourquoi confier le destin du monde à une institution qui s'appelle le marché, alors que cette institution n'a évidemment ni cœur ni cerveau. Est-ce qu'on connaît un marché quelconque qui a un cœur, qui a pitié des pauvres, de la nature, et qui a un cerveau pour penser ce qui est mal, ce qui est bien, ce qui est... Pourquoi, dit Paul Samuelson, prix Nobel d'économie, je me rappelle plus des années 80, je pense, ou 70, quelque chose comme ça, il dit pourquoi je veux confier mon destin à une institution qui n'a ni cœur ni cerveau. Il faut être fou. Et il a ajouté cette phrase de Keynes, lequel Keynes parlait de la bourse. Alors Keynes dit voilà comment ça se passe à la bourse. C'est comme faire la moyenne des sommes, des mini-sommes de ce que chacun pense que l'autre pense. Voilà la définition de John Maynard Keynes de ce qu'est une bourse. Et Paul Samuelson ajoute plus tard, le marché, c'est la même chose. C'est comme essayer de trouver la moyenne de la somme, des mini-sommes de ce que chacun pense que l'autre pense. Parce que comme ça se passe à la bourse. Nous sommes deux traders, Omar Aktouf et Khaddour. Alors moi, je pense que Khaddour va se mettre à vendre des actions de General Motors. Si je pense qu'il va vendre des actions de General Motors, donc leur prix va baisser. Alors si leur prix baisse, il faut que je me prépare à acheter. Mais Khaddour, lui, il pense que Omar Aktouf est en train de penser, que Khaddour est en train de penser qu'il va vendre des actions de General Motors. Mais Khaddour est malin. Au contraire, il va se mettre à faire croire qu'il va acheter des actions de General Motors alors qu'en fin de compte, il va se mettre à les vendre. Donc, s'il fait croire qu'il va acheter, et si Omar Aktouf pense que Khaddour pense à acheter au lieu de vendre, eh bien Omar Aktouf, au lieu d'acheter, il va se mettre à vendre. Et s'il se met à vendre, Khaddour, lui, il va attendre et il va acheter. Alors voilà ce que c'est la bourse. Voilà comment ça se passe. Et maintenant, c'est des ordinateurs qui font ça au milliardième de seconde. Alors voilà comment vous pouvez dormir millionnaire à la bourse et vous levez le lendemain, clochard, et vous savez même pas pourquoi. Il n'y a que l'ordinateur qui le sait. Parce qu'il cherche au milliardième de seconde près qui vend quoi et qui achète quoi. Et dès que ça dépasse un certain seuil critique de vente ou d'achat, l'ordinateur décide de vendre pour vous ou d'acheter pour vous. Donc de vous ruiner ou de vous enrichir. Voilà ce que c'est la bourse. Bon, alors je voulais vous donner, je termine avec ça, un exemple concret que raconte John Kenneth Galbraith dans le meilleur livre qui existe, qui est très facile à lire. D'ailleurs, tout Kenneth Galbraith est très facile
très facile, aisé et agréable à lire pour des livres d'économie. Extrêmement agréable et accessible à lire pour toute personne normalement instruite. Bon, donc, John Kenneth Galbraith explique dans 1789, donc le livre, ça s'appelle tout simplement La crise de 1789, excellent livre, le meilleur sur cette crise, pas très gros, facile à lire, et où il explique comment ça se passe à la bourse. Un exemple, ou deux peut-être. Premier exemple, c'est, dit-il, JP Morgan, si je me souviens bien, la banque, et Rockefeller, ou quelqu'un de ce genre, ou Vanderbilt, enfin en tout cas quelqu'un de ce genre, ou Ford, ou je pense que c'était Rockefeller. Donc Rockefeller et Morgan décident d'acheter une compagnie de cuivre qui s'appelait l'Anaconda Copper Company. Et cette compagnie était à vendre pour 39 millions de dollars en 1925. D'accord? Donc 4 ou 5 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, je ne sais pas. 1925-26, avant la crise, avant le crack. Était à vendre pour 39 millions de dollars. Anaconda Copper Company, compagnie de cuivre américain, qui opérait au Mexique, ou au Chili, ou je ne sais pas où. Bon. Rockefeller et Morgan décident de l'acheter. Et ils constituent un cartel. Bon, ce qui était interdit par la loi. Et ils constituent une entreprise fictive. Ils appellent cette entreprise Amalgamated Copper Company. Amalgamated Copper Company. Compagnie complètement fictive, juste sur papier. Et pour entrer en bourse, il faut confectionner ce qu'on appelle des prospectus. Et donc, ils constituent un prospectus de cette nouvelle compagnie fictive qu'ils viennent de créer, la Banque Morgan et Rockefeller, si je me souviens bien, il faudrait revoir dans le livre de Galbraith, mais je pense bien que c'est ces deux-là. Et ils l'appellent donc Amalgamated Copper Company. Alors, le président, c'est le chauffeur de Rockefeller, le vice-président, c'est le cuisinier de Morgan, le trésorier ou je ne sais pas quoi, etc., c'est le cousin du chauffeur de l'autre. Bon, des noms fictifs, une compagnie complètement fictive qu'ils ont appelée Amalgamated Copper Company, chargée d'acheter la Anaconda Copper Company qui était à vendre pour 39 millions. Alors, écoutez bien. Rockefeller et Morgan mettent en bourse 75 millions de dollars de 1925 de valeur de la Amalgamated Copper Company qu'ils viennent de créer, qui est une compagnie qui n'a jamais existé, qui est totalement fictive, qui n'est que du papier. Et ils envoient les ordres à leurs traders, comment on appelle ça en français, les agents, etc., les courtiers de la bourse de New York et aux États-Unis, Chicago, un peu partout, et ils leur donnent l'ordre de crier qu'ils sont en train d'acheter des actions amalgamated. Alors, comment ça se passe dans une bourse? En ce temps-là, c'était physiquement, il fallait aller à la bourse. Maintenant, ça se passe par Internet, par machin, mais c'est la même chose. Monsieur et madame tout le monde, moi, Omar Aktouf, je vis à New York en 1925. Je suis ouvrier. J'ai économisé 200 dollars. 200 dollars de l'époque, c'est de l'argent, 1925. Après avoir travaillé 30 ans et privé mes enfants de dessert, de cinéma, les ayant nourris avec des pâtes et de l'eau, etc., pour économiser 200 dollars après 30 ans, et je vais à la bourse. Parce qu'il y a évidemment toute la propagande capitaliste. Vous placez votre argent à la bourse, alors que c'est joué au casino, et vous allez gagner. Alors je vais à la bourse avec mes 200 dollars,
Et qu'est-ce que j'entends? J'entends les courtiers de l'immense Rockefeller, de l'immense JP Morgan, qui sont en train de se battre pour acheter des actions qui s'appellent Amalgamated. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je me bats aussi. Et je cours, et je me bagarre. Et j'achète pour $200 d'actions de Amalgamated. Puisque Rockefeller et Morgan sont en train de se battre pour les acheter. Eh bien, figurez-vous, en 3 jours, ça a été vendu. En 3 jours, Rockefeller et Morgan ont gagné 75 millions de dollars de 1925 pour strictement rien. Ils ont acheté l'Anaconda Copper Company pour 39 millions et ils ont fait la différence, c'est-à-dire bon, je sais pas, une trentaine donc, de millions de dollars, de bon, 75 millions moins 39 millions, faites la différence. Donc c'est à peu près c'est 40 moins 75, c'est 35, 36 millions. 36 millions de dollars de bénéfices nets. Donc, non seulement ils sont devenus propriétaires de l'Anaconda Copper Company, mais ils ont gagné en plus 36 millions de dollars de 1925 net de bénéfices. Alors voilà ce qui a créé la crise de 1929. Ce genre de jeu à la bourse. L'autre exemple, c'est des actions que donne aussi à Galbraith, des actions qui se vendaient, qui s'achetaient, qui étaient soi-disant des actions de terrain, de plages magnifiques, extraordinaires, en Floride, en Virginie de l'Est, etc., etc., alors que ce n'était que des marécages perdus en Caroline du Sud ou je ne sais où. Donc tous les gens qui ont acheté des millions et des millions d'actions de ces terrains de plage qui se sont avérés être des marécages, tout perdu. Donc faillite à la bourse. Et voilà comment la crise de 25 a été provoquée. C'est le 2008, pas très grande différence, mais c'est surtout l'immobilier qui était à la source. Alors on verra ça une autre fois. J'espère que ça répond à vos questions. Et là, je suis obligé de vous dire au revoir. Donc, à la semaine prochaine. Oui, Et merci beaucoup pour votre attention. Alors, Sir Omar, juste 2 messages. Alors, Golden vous dit tout simplement, je vous aime, cher ami. Merci. Merci beaucoup. Et puis, Ça me touche beaucoup. Et puis, il y a Laura qui et Golden rajoute aussi Hafidakumullah. Merci beaucoup. Alors, et puis Mohamed Laura qui Ah, là, c'est Mohamed. Merci beaucoup pour votre rendez-vous hebdomadaire qui nous fait énormément plaisir, générosité et dévouement, renforcement de l'intelligence collective. Longue vie à vous, professeur Aktouf. Merci beaucoup. Merci, merci, ça me touche énormément. Merci. Allez,